Cette chanson va marquer les premiers pas de Michael Jackson dans le rock and roll, un morceau qui a été commandé par Quincy Jones pour rendre l'album Thriller plus exhaustif. Et autant vous dire que la création de ce morceau relève de la légende urbaine. Une collaboration inoubliable, un clip mythique marquant sur un hommage de West Side Story, rappelant que Michael Jackson était capable d'unifier le monde au travers des gangs de rue, tout en voulant s'adresser à la jeunesse. Une collaboration inoubliable, un clip mythique rendant hommage au film West Side Story, rappelant que Michael Jackson était capable d'unifier le monde au travers des gangs de rue, tout en voulant s'adresser à la jeunesse. Aujourd'hui, on s'attaque au cultissime Beat It. Dans cette vidéo, nous allons reparcourir l'élaboration du titre, sa conception et les anecdotes folles qui l'entourent. Et bien sûr, nous nous reprojetterons dans la création du court-métrage de la chanson. Mais d'abord, revenons à la genèse de la chanson et commençons par son écriture. Quincy Jones veut offrir à Thriller ce qu'Off the Wall n'a pas réussi à proposer. Un album aux tendances plus complètes en lui apportant un titre rock'n'roll. Il en discute donc avec Michael Jackson et il veut que ce soit lui qui écrive et compose la chanson. Mais si Michael doit composer ce titre, il veut que ce soit un rock qu'il pourrait acheter lui-même chez un disquaire. Pas question d'offrir un titre décousu par rapport à son style habituel. Il voulait donc que ce soit complètement différent de ce qu'il écoutait au top 50. Et Michael savait à qui il voulait adresser ce morceau, mais surtout quel message il voulait faire passer, restant toujours dans un degré d'optimisme au travers de ses chansons. Et comme venu du ciel, les paroles commencèrent à habiter le chanteur, et Michael orienta sa chanson rock sur ce qu'il ferait s'il était confronté à une agression. Et Michael voulait pouvoir véhiculer ses valeurs pacifistes ayant un profond mépris pour la violence, indiquant qu'en cas de conflit, il valait mieux prendre la fuite, sauf si évidemment le conflit était inévitable. Il avait d'ailleurs déclaré « Si vous vous battez et que vous êtes tué, vous n'avez rien gagné. Vous êtes le grand perdant de l'histoire ainsi que les gens qui vous aiment. » C'est ça le message de cette chanson. Pour moi, le vrai courage, c'est d'accepter ce qui est différent en évitant la bagarre et en utilisant la sagesse pour que cette solution soit possible. Au travers de cette chanson, Michael voulait absolument s'adresser aux jeunes, déjà par son aspect éducatif, véhiculant un certain message de paix, mais également parce qu'il savait que le jeune public était le plus exigeant et qu'il ne pouvait pas le tromper. Michael Jackson enregistre une première démo qu'il intitule Beat It dans le studio de la maison familiale à Encino, en prenant le soin de reproduire avec sa bouche sa vision pour la plupart des instruments qui vont arranger le morceau. Les paroles restant pour l'instant assez rudimentaires, avec un stade d'écriture assez peu avancé, si ce n'est pour le refrain. Michael Jackson fait appel à son ingénieur du son personnel Brent Averill pour mixer tout ce qu'il avait enregistré et pouvoir proposer une démo écoutable à Quincy Jones. La démo sera d'ailleurs disponible sur le CD bonus du promotionnel de This Is It. Quincy Jones continue de mobiliser les troupes autour de l'album Thriller et sera convié par Michael à Encino pour une session d'écoute. Mais celui-ci n'a qu'un seul titre qui l'obsède, cette fameuse composition qu'il avait commandée à Michael avec ce style rock. Michael Jackson fait écouter plusieurs démos à Quincy Jones et c'est ensuite au tour de la démo de Beat It en présence de Brent Averill. Quincy Jones est conquis. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses et de se rendre au studio Westlake pour enregistrer le morceau et il fallait littéralement marquer le coup en proposant une collaboration exceptionnelle sur le titre. La chanson peut donc passer à l'enregistrement et croyez-moi, ce sera loin d'être une promenade de santé. Come on, let's go! Michael Jackson s'était déjà entouré de Steve Porcaro, un des membres du groupe Toto, pour travailler sur Off the Wall. Mais cette fois, Porcaro emmène avec lui toute l'équipe du célèbre groupe pour travailler sur l'album Thriller et plus particulièrement sur Beat It. Porcaro va apporter son clavier sur le titre et c'est Steve Lukather qui va amener l'emblématique guitare qui fait toute l'identité de Beat It. Mais croyez bien qu'il y avait encore beaucoup de travail avant d'arriver au morceau que vous connaissez. Michael était très insistant sur sa vision et faisait répéter sans cesse les musiciens, jusqu'à arriver au résultat qu'il attendait en poussant les limites de l'ingénieur du son Matt Forger. Matt Forger se souvenait d'ailleurs, Beat It nous a donné du fil à retordre. Cette chanson a constamment défié toute l'équipe. Michael voulait un son punchy qui colle parfaitement à l'émotion du texte, si bien que nous étions tous au bout de nos limites. L'équipement du studio a dû ressentir cette lutte acharnée et s'est rebellé à sa façon. Matt Forger est en train de vivre là un de ses souvenirs les plus marquants en studio, car ce qu'il considère comme une rébellion du studio est littéralement le fait qu'une des enceintes avait pris feu pendant une des sessions de playback, et il sortait littéralement de la fumée des murs.
C'était comme si le studio répondait à toute cette tension. Mais nous avons tenu bon et réussi à coucher cette chanson sur bande. Le résultat parle d'ailleurs de lui-même. Et pour continuer dans les situations bien particulières autour de l'enregistrement de la chanson, la caisse claire qui était prévue sur Bill It va être totalement endommagée. C'est lors de sa livraison au studio qu'un objet va tomber sur sa housse de protection. Michael va entendre la résonance singulière de cet objet tombant sur la housse de la caisse, et comme celui-ci était toujours à la recherche de son original pour ses chansons, il va demander à Bruce Whedon de placer un micro pour bien capter la résonance de l'étui. Et pour pousser le vice, Michael va même créditer sur la chanson la résonance en drum case beater. Autrement dit, batteur d'étui de percussion. On peut également faire honneur à une des particularités bien singulières du titre, son célèbre gong d'introduction. C'est à l'initiative de l'arrangeur Tom Baller, fier de pouvoir présenter son synth-clavier, que peu de musiciens possédaient à cette époque. Il fit écouter ce son de gong préenregistré dans la machine et Quincy Jones va valider la résonance comme introduction pour Bill It. La chanson est quasiment prête, mais il lui manque encore quelque chose de suffisamment marquant pour pouvoir inscrire Bill It au panthéon du rock'n'roll. Il s'agit bien évidemment d'un solo de guitare bien particulier. Michael Jackson et Quincy Jones discutent de savoir qui pourrait incarner ce solo musical pour Bill It. Ils proposent dans un premier temps au guitariste des Who, Peter Townshend. Celui-ci, ravi de la proposition, ne peut malheureusement pas se rendre disponible pour enregistrer, étant en tournée avec son groupe. Michael Jackson et Quincy Jones envisagent donc de proposer le solo de guitare à Eddie Van Halen, mais celui-ci va avoir une réaction plutôt inhabituelle. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il me répond « C'est Eddie ?»« Oui, qu'est-ce que vous me voulez ?»« C'est Quincy. » Je me dis « Je ne connais aucun Quincy. » Qui est ce de Quincy? Il répond « Quincy Jones. » Ah pardon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous aimeriez jouer sur le nouvel album de Michael Jackson? J'ai pensé, ok, ABC, 1, 2, 3, et moi? Comment on va faire ça? Eddie Van Halen va d'abord penser à un canular et va raccrocher plusieurs fois au nez de Quincy Jones avant de pouvoir accepter. Cependant, il faut savoir que tous les membres du groupe Van Halen n'avaient absolument pas le droit d'enregistrer des projets musicaux en dehors du groupe. Mais Eddie Van Halen se disait que « Je me suis dit, qui va savoir que j'ai joué sur l'album de ce gamin? Personne ne va le découvrir. » J'avais vraiment tout faux. Eddie Van Halen et Quincy Jones conviennent de se retrouver le lendemain au studio en présence des ingénieurs du son et de Michael Jackson. Quincy Jones va donner carte blanche à Eddie Van Halen, mais Michael Jackson va être obligé de quitter la session d'enregistrement devant travailler sur le E.T. Storybook. Je suis toujours là. Et Eddie Van Halen va totalement s'investir dans l'élaboration de son solo, si ce n'est plus. Il demande aux ingénieurs de revenir sur le break coupé, puis sur le pré-refrain et le refrain. Puis proposera 2 solos de guitare et va doubler la ligne de basse de Greg Phillingain. Les témoignages de l'époque racontaient que Eddie Van Halen avait tellement envoyé qu'un des spots avait pris feu. Un des ingénieurs son avait d'ailleurs déclaré « Si ça prend feu, c'est que ça doit être extrêmement bon ». Cependant, à mon humble avis, et ça n'engage que moi, je pense que c'est un parallèle avec l'anecdote de Matt Forger et qu'il y a un petit mélange entre les histoires. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Michael Jackson va retourner en studio et Eddie Van Halen va être légèrement inquiet d'annoncer à Michael qu'il avait un peu modifié sa chanson. À sa grande surprise, Michael Jackson lui répond de sa voix douce « Waouh, merci beaucoup d'avoir eu la passion de venir et de ne pas avoir juste posé ton solo, mais de t'être vraiment intéressé à la chanson et de l'avoir améliorée. » Eddie Van Halen, voulant rester discret et ne voulant pas être crédité sur l'album, il ne signera aucun contrat avec Quincy Jones et Michael Jackson. Il demandera simplement à Quincy Jones de lui donner un pack de bière en contrepartie et demandera à Michael de lui apprendre à danser. Et l'ironie du sort, c'est que l'album Thriller sur lequel figure Bill It avait empêché l'album du groupe Van Halen intitulé 1984 où figure le célèbre morceau Jump de se hisser en tête des charts. Autant vous dire que quand le groupe a appris le poteau rose, il l'avait un peu mauvaise. Mais cela n'a pas empêché Eddie Van Halen d'assumer pleinement sa participation à la chanson, rejoignant même Michael sur scène lors du Victory Tour au Texas Stadium de Dallas en 1984. Et si la chanson Bill It va autant marquer les esprits grâce à son solo de guitare, il est évident que son court-métrage va beaucoup installer la popularité du titre.
La chanson racontant déjà une histoire d'agression et de prendre la fuite, il n'était pas difficile de connaître la direction prise pour le scénario du clip et ce que Michael voudrait raconter. Ayant déjà rencontré des difficultés budgétaires pour le clip de Billie Jean, se cantonnant à 50 000 $ et n'ayant donc pas pu mettre en scène toutes les idées qu'il avait, cette fois-ci, pour Beat It, il ne veut pas se résoudre au même problème et va négocier avec la maison de disques une avance sur ses royalties pour pouvoir financer près de 150 000 $ pour le court-métrage. Il envisage dans un premier temps de retravailler avec Steve Barron qui avait déjà réalisé Billie Jean et le réalisateur va lui suggérer même une idée de mise en scène sur un négrier. Ce qui, à mon sens, aurait pu être une très bonne idée de mise en scène pour le titre Human Nature. Mais Michael avait une vision un peu différente et il résume le concept du clip en une phrase simple. C'est l'histoire de deux gangs qui se retrouvent. La chanson parle tellement d'elle-même qu'il était facile d'imaginer le scénario. Mais un autre réalisateur va avoir une vision plus proche de celle de Michael. Il s'agit du publicitaire Bob Giraldi qui avait déjà travaillé dans le milieu du clip en réalisant Piece of Ice de Diana Ross. Et pour convaincre Michael Jackson, Bob Giraldi va lui envoyer une vidéo de démonstration comprenant la pub de McDonald's qu'il avait réalisée. Michael visionne la pub en rentrant de Londres et était très emballé par le dynamisme du montage. Il retient donc la candidature de Giraldi avec lequel il va recollaborer pour le clip vidéo de Say 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 et les spots publicitaires Pepsi avec ses frères. Ils vont se retrouver pour travailler le script et s'inspirant de la comédie musicale West Side Story racontant déjà des rivalités entre les gangs, elle-même inspirée de la tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette. Et toujours dans la frustration de ce qu'il n'avait pas pu faire pour Billie Jean, Michael tient absolument à clôturer son histoire avec une séquence de danse. Bob Giraldi va faire appel au chorégraphe Michael Peters avec lequel il avait déjà travaillé sur Piece of Ice de Diana Ross pour co-créer la séquence finale avec Michael Jackson. Il proposera d'ailleurs à Michael Peters d'incarner un des chefs de gang pour pouvoir danser avec lui sur la scène finale. Et pour incarner le deuxième chef de gang, un casting est organisé avec plus d'une centaine de danseurs et seulement l'un d'entre eux aura su tirer son épingle du jeu en se mettant déjà dans la peau du personnage et en débarquant à son audition avec une tenue très inhabituelle par rapport aux autres. Et ce jeune danseur s'appelle Vincent Patterson, bien connu de la communauté jacksonienne pour avoir ensuite travaillé avec Michael sur Smooth Criminal, Black or White et Blood on the Dance Floor. C'est sur le tournage de Beat It que Vincent Patterson et Michael Jackson se rencontrent pour la première fois et ils gardent un excellent souvenir du tournage. Je suis arrivé vêtu comme si j'étais déjà le personnage du film. C'est ce qui a notamment fait que Michael Jackson m'a très vite remarqué. Au-delà de la danse, j'avais travaillé le personnage, je lui avais écrit une histoire et je savais ce que je devais faire avec. Tout est prêt pour commencer le tournage et l'équipe se rassemble le 9 mars 1983 sur les lieux de décor choisis dans les quartiers de Skid Row, l'un des plus dangereux de Los Angeles. Mais l'idée la plus audacieuse et qui va mettre le plus de tension sur le plateau, c'est d'avoir demandé à deux véritables gangs rivaux d'intervenir dans le clip, à savoir les Crips et les Bloods. Et ce sera donc près de 50 personnes qui seront présents en plus des 25 danseurs. Bob Giraldi était tellement sous pression qu'il a préféré faire encadrer le tournage par la police, mais cela ne suffira pas à calmer les rivalités. Sous peine de nuire complètement au projet, et Bob Giraldi a même envisagé de quitter totalement le tournage. My loyal companions and I accept these punishments. Mais Michael Jackson va soutenir au mieux son réalisateur et ils vont se mettre d'accord pour mettre en boîte les séquences de danse en premier et pouvoir rapidement finaliser les séquences de nuit difficiles à tourner dans ce contexte tendu. Encouragé par Vincent Patterson, Michael Jackson va se mettre au milieu des figurants et va essayer d'apaiser les tensions et leur demander de faire une trêve le temps du tournage. Michael voulait offrir du dynamisme à la chorégraphie et va faire appel à Poppin' Pete, un danseur hip-hop très populaire étant à la tête de l'émission Soul Train ainsi que la troupe de danseurs Electric Boogaloo. Les caméras tournent, la chorégraphie s'enclenche et la magie jacksonienne opère. À ce moment-là, les rivalités s'éteignent, le temps d'admirer le spectacle qui se passe sous leurs yeux, mettant tout le monde d'accord et démontrant déjà le pouvoir de Michael sur le fait d'unifier le monde. Bob Giraldi, complètement bouche bée, se souvenait encore « Je n'oublierai jamais l'expression des Crips et des Bloods ». Pendant qu'ils regardaient admiratifs leurs frères, dont la plupart étaient de jeunes gays d'origine hispanique ou afro-américaine, danser avec autant de beauté et de sens du rythme à la fois macho et cool. J'avais d'ailleurs pris les acteurs par surprise en remplaçant le couteau accessoire par un vrai cran d'arrêt. Toute l'équipe était dingue.
Le clip est enfin en boîte et Michael Jackson va énormément s'investir sur le montage du clip, étant présent à chaque session. Il sera diffusé pour la première fois sur MTV en avril 1983 et fera grimper en flèche les ventes de singles. À la suite du succès dans les charts de The Girl Is Mine et Billie Jean, Beat It sort en 45 tours le 14 février 1983. Frank DiLeo, vice-président de Epic Records à cette époque, pas encore manager de Michael, va lui suggérer de sortir Beat It au moment où Billie Jean est en tête des ventes. CBS est contre cet avis, mais DiLeo est convaincu de pouvoir faire un coup de maître en positionnant Michael Jackson dans le top 10 du Billboard avec 2 singles. Billie Jean va rester au top pendant 7 semaines avant d'être remplacée par Come On Eileen, la chanson des Dixie Midnight Runners. Mais le titre ne va rester qu'une seule semaine numéro 1, Beat It faisant une entrée fracassante dans le top. Michael Jackson retrouve le haut du classement et le coup de poker de DiLeo est une franche réussite. Michael va être présent dans le classement à 2 reprises avec Beat It en première position et Billie Jean en 5e position. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il était extrêmement rare d'avoir 2 de ces titres dans le top 5 et Beat It va rester près de 3 semaines à la première place. Et la chanson va tellement gagner en popularité que l'artiste Weird Al Yankovic, admiratif de Michael Jackson, va reprendre l'intégralité du clip vidéo pour proposer une parodie de la chanson intitulée Eat It. Beat It va devenir une chanson incontournable dans la discographie de Michael Jackson, déjà parce qu'il est son premier titre rock, mais également par son emblématique veste rouge qui deviendra la plus populaire dans les années 80. La chanson sera de ce fait proposée sur chaque concert du roi de la pop, devenant le titre phare avec Billie Jean sur le Victory Tour. Par la suite, pas une seule tournée ou date de Michael Jackson ne pourra se passer d'une prestation de Beat It, choisissant toujours des guitaristes talentueux pour mettre en avant le solo de Van Halen, comme le faisait si bien Jennifer Batten. Mais surtout, reprendre la chorégraphie emblématique devenue culte grâce au clip vidéo. Make me feel like the winner. Michael Jackson, Beat It! Beat It va être certifié disque d'or pour plus d'1 million d'exemplaires vendus après quelques mois. Et sur les 8 Grammy que Michael va gagner en 1984, 2 seront décernés pour Beat It comme la meilleure performance rock et pour l'enregistrement de l'année. Et en 1989, le single va être recertifié disque de platine pour le Recording Industry Association of America. Oh, Bob Girardi! Hi! This is my sister, Latoya, and I'm so honored she's here. I didn't know she was going to bring this here with you. Beat It was a great experience. I had so much fun doing it, and this is my director, Bob Girardi, who I chose to do it. I put all my heart and my soul in my work, and I'm so honored and happy that I won this wonderful award. Thank you. Que ce soit en termes musicaux, que ce soit en termes visuels, une chose est sûre, la chanson Beat It n'a pas pu laisser indifférents tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Michael Jackson. Ce titre est à lui seul une preuve supplémentaire du génie créatif de Michael Jackson et de son côté autodidacte dans la composition musicale, imposant son expertise sur un style musical qui le sort totalement de sa zone de confort à l'époque. Beat It est tout simplement un des plus grands chefs-d'œuvre de Michael Jackson. Et nous terminerons cette vidéo là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. Et en attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis. Beat it, no one wants to beat it.